D'ailleurs, le prochain sujet, qui est aussi tout petit, c'est The Visiting Quack Doctor. Alors ça fait partie des collections de la Tate Gallery. Le Quack Doctor, c'est un charlatan. On est toujours au XVIIIe siècle. Donc, même si on commence à espérer de la médecine, vous voyez que la réputation de la médecine n'est pas complètement acquise, je dirais. Et ce petit personnage, évidemment, il est représentatif de tous les doutes qu'on peut porter sur les médecins. Et d'ailleurs, c'est un sujet que Hogarth a traité aussi. Hogarth a fait un tableau qui s'appelle « Visit to the Quack Doctor », donc c'est à peu près du même acabit, si j'ose dire. La même idée, l'idée qu'on se remet entre les mains de personnages qui peut-être ne sont pas si protecteurs qu'on pourrait l'imaginer, ne sont pas si puissants. Après ce virage un petit peu, ce virage entamé par Hogarth sur qu'est-ce que c'est que finalement la médecine, qu'est-ce que c'est que la guérison, qu'est-ce que c'est que la charité, enfin toute une série de questions posées à la société. Comme on l'a dit tout à l'heure, la révolution silencieuse, la révolution silencieuse de la biologie, de la médecine, etc., elle se poursuit. Et cette révolution silencieuse, petit à petit, évidemment, permet de comprendre et de remarquer que, au fond, la médecine commence à être de plus en plus crédible, ou qu'en tout cas la médecine voudrait être de plus en plus crédible. Et là, on amorce aussi un virage en termes d'objet de la peinture. C'est-à-dire que la médecine elle-même devient objet. Les médecins eux-mêmes deviennent des personnages de cette peinture. Et au fond, la peinture une certaine peinture devient pédagogique. D'aucuns pourraient même dire qu'elle devient propagandiste. Il s'agit de convaincre. Il s'agit, en l'occurrence, dans ce tableau qui s'appelle La vaccine au château de Liancourt, il s'agit de convaincre, de faire vacciner les enfants. Vous voyez dans ce tableau, ma foi, assez lisible, je crois, l'enfant non vacciné, l'enfant vacciné, et vous voyez bien, ça s'impose à nous, si j'ose dire, que le résultat, bien sûr, est très inégal. Donc ça, par exemple, c'est une campagne qu'avait menée un aristocrate qui s'appelait le duc de Liancourt. On est tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, on est probablement après la Révolution. Et ce tableau est confié à Constant Desbordes, peintre de talent, mais qu'on connaît très très peu, et qui en plus a eu la malchance d'être l'oncle de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, qui, cela dit, l'adorait et l'a immortalisé dans certaines de ses œuvres, mais enfin, en réalité, il est totalement éclipsé par sa nièce. En tout cas, c'est le duc de Liancourt qui, récupérant, parce qu'il avait été il avait dû quitter la France après la Révolution, au moment de la Révolution, récupérant son château de Liancourt, se dévoue en quelque sorte corps et âme pour cette campagne en faveur de la vaccination, et bien sûr, il s'agit d'une commande passée à ce peintre. Du même ordre, c'est un petit peu le suivant tableau. Ces deux tableaux sont dans la collection du musée de l'Assistance publique à Paris. Alors là, c'est la goutte de Belleville, la goutte de lait, pardon, la goutte de lait de Belleville, la goutte de lait de Belleville, donc, qui a d'abord été dans un dispensaire, et puis qui a d'abord été au dispensaire de Belleville, et puis après dans certains hôpitaux, et maintenant dans les collections du musée de l'Assistance publique. Alors la goutte de lait de Belleville, de quoi s'agit-il? Là aussi, vous voyez la mine réjouie des personnes qui bénéficient des soins du dispensaire. Donc voilà, une commande encore passée à un certain Jean Geoffroy, lequel Jean Geoffroy d'ailleurs habitait lui-même à Belleville et se présentait comme le peintre des pauvres et des miséreux, mais en même temps était très intéressé par l'observation des progrès de la médecine. Donc il est probable, on n'est pas sûr, il est probable qu'évidemment ce tableau de grande dimension et qui demandait évidemment des investissements importants, et c'est aussi l'objet d'une commande qui a été passée à ce peintre, mais on voit bien aussi comment cette commande rejoignait finalement ses sources d'inspiration. Donc voilà un hymne au progrès médical, voilà un hymne aussi à la médecine infantile en train de naître. Les deux derniers tableaux sont assez différents. Ce tableau-là, c'est un tableau de Matisse. C'est le mur rose de l'hôpital d'Ajaccio. On peut dire que c'est vraiment la rencontre entre un lieu, un hôpital en l'occurrence, mais beaucoup d'autres endroits d'Ajaccio, où Matisse a séjourné en 1898, en voyage de noces, pour tout vous dire. Et il a peint notamment ce tableau sur Ajaccio. Et ce tableau est très aimé par les habitants et les autorités d'Ajaccio qui en ont fait l'emblème de leur signalétique maintenant. C'est un tableau très célèbre, il est d'autant plus célèbre que c'est une œuvre qui a été confisquée à son propriétaire juif qui a fui l'Allemagne en 1937 et qui en 2008 a été restituée aux héritiers de ce personnage, de ce propriétaire,
Donc il a je dirais, il a une double histoire. Voilà, c'est simplement l'évocation par un grand artiste d'un hôpital, mais je n'ai évidemment pas le résultat d'une commande. Ça, c'est différent. Et ça, c'est toute une histoire, qui est l'histoire de l'hôpital de Saint-Lô. Et en fait, comme Rachel l'a indiqué tout à l'heure, toute la réflexion sur d'abord le rôle de l'architecture, la relation entre les architectes et les peintres, la coopération entre architectes et peintres à l'origine d'un monument, le rôle des couleurs, le rôle de l'organisation des espaces dans l'hôpital, ce sont, c'est vrai, des préoccupations qui sont maintenant en avant, mais comme vous le disiez, ce sont des préoccupations relativement récentes. C'est d'autant plus intéressant de regarder l'expérience de cet hôpital de Saint-Lô, puisque l'hôpital de Saint-Lô, qui s'appelle d'ailleurs dans son nom d'origine Hôpital Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô, a une histoire bien particulière. Il a été construit entre 1948 et 1956 dans une ville qui avait été dévastée par les bombardements. Donc c'est une nouvelle construction et l'idée de cet hôpital est que c'est aussi un lieu qui va être emblématique de la paix, emblématique de la fin de la guerre, emblématique de l'amitié franco-américaine. D'ailleurs, des fonds américains ont participé à sa construction. Donc l'hôpital mémorial de Saint-Lô, déjà, je dirais, se présente avec une charge symbolique extrêmement particulière, extrêmement spécifique. Et en plus, il se trouve que l'architecture de cet hôpital est confiée à Paul Nelson. Paul Nelson, c'est un architecte qui a été condisciple de Le Corbusier, qui a été élève d'Augustin Perret, donc là aussi qui s'est illustré par des monuments très importants au moment de la reconstruction. Et Paul Nelson était d'origine américaine, donc il était d'origine américaine, mais vivant installé en France. Et il était un ami de Fernand Léger. Donc toute cette histoire a fait que Fernand Léger, finalement, fait cette fresque qui décore un des murs extérieurs de l'hôpital. Mais non seulement Fernand Léger réalise cette fresque, mais aussi il réfléchit aux couleurs des murs et des chambres de l'hôpital, à la demande de Nelson. Donc c'est une première coopération, dont on verra après beaucoup d'autres exemples, mais c'est une première coopération très intéressante entre un architecte et un plasticien. Il faut dire enfin que l'hôpital a été classé monument historique, comme vous pouvez sans doute le lire si c'est assez lisible. Pas tout l'hôpital, mais en tout cas toutes ces parties, les toitures d'origine, etc., ont été classées monuments historiques, ce qui évidemment, alors là, pose encore d'autres questions, c'est-à-dire comment fait-on quand on gère un hôpital qui doit fonctionner et qui en même temps est monument historique, et on sait que la section des monuments historiques en France est particulièrement pointilleuse sur le respect, la restauration, la préservation des monuments. Bon, visiblement, l'équipe de l'hôpital fait savoir qu'elle est tout à fait à même de s'occuper de cette tâche et que ça ne lui fait pas peur. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je crois qu'il ne me reste pas trop de temps.